Et bonjour Green Flag. Bonjour à tous et bienvenue dans Green Flag. On est heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, lors des précédents épisodes, on a parlé des acteurs de la transition écologique et sociale, tels que les entreprises, les gouvernements ou encore nous, les individus. Aujourd'hui, on voulait se concentrer sur le rôle d'un acteur majeur pour cette transition, c'est-à-dire les instances de gouvernance européennes. On voulait parler plutôt de en quoi leur rôle est si important, quel est l'impact des décisions qui sont prises au niveau européen sur les questions écologiques et sociales. Tout ça, c'est voilà, quelque chose qu'on aimerait aborder aujourd'hui. Et pour aborder ces questions de façon très précise et de façon complète, on a le plaisir de recevoir un invité exceptionnel, D'exception. d'exception, Monsieur Pascal Durand, donc qui a 10 ans de mandat en tant qu'eurodéputé au Parlement européen, cofondateur d'Europe Écologie Les Verts et surtout rapporteur de la directive CSRD, comme on va le voir du coup, qui est l'un des textes les plus structurants de la transition écologique européenne. Donc bonjour Pascal et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de m'inviter, évidemment, selon la formule consacrée. C'est un Fallait quoi plaisir. Alors, pour mettre les pieds dans le bain, Pascal, Ouais. première question. Quand on parle d'instances de gouvernance européenne, de quoi est-ce qu'on parle réellement? Et du coup, qui sont ces différents acteurs qui ont le pouvoir d'agir justement sur la transition écologique et sociale qu'on présente lors de ce podcast? Alors, on va essayer d'enlever déjà un fantasme, hein. L'Europe, c'est une démocratie un peu particulière, hein, parce Ouais. qu'elle se construit en dehors de la logique purement étatique, mais enfin, on a connu ça dans l'histoire, hein, les cités grecques. Enfin bon, il y a plein d'exemples dans l'histoire où on n'est pas obligatoirement une adéquation entre la prise de décision et l'État. Et donc, l'Europe, c'est une structure avec, on va dire, 3 piliers. La Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil européen. Alors, la Commission, c'est en gros là où est le pouvoir, pour l'essentiel. Tout simplement parce que c'est elle qui a l'initiative des lois. Alors, les lois au niveau européen, là aussi, ça s'appelle directive ou règlement. En réalité, c'est des lois. Mais comme les États, la loi, ça fait très très État, donc ils n'ont pas voulu qu'au niveau européen, on appelle ça des lois. Ok, donc on appelle ça des directives et des règlements. La réalité, ce sont donc des lois. La Commission, et ça c'est une caractéristique de l'Europe, une mauvaise caractéristique de l'Europe, mais c'est comme ça, elle a seule l'initiative. C'est-à-dire que le Parlement européen ne peut pas proposer de texte de loi, directive ou règlement. Donc ça passe d'abord par la Commission. Et la Commission, en fait, là où elle a un pouvoir énorme, c'est qu'elle décide de l'agenda. Il est évident que quand vous décidez des textes que vous mettez à l'examen des législateurs, qui sont et le Parlement et le Conseil, en gros, c'est vous qui décidez. Si vous considérez, par exemple, qu'une réforme fiscale est essentielle, vous mettez en haut la réforme fiscale et vous faites bosser les législateurs dessus. Si au contraire, vous avez surtout pas envie de parler de fiscalité parce que c'est politiquement dangereux, etc., hop, vous glissez ça en dessous, ou vous dites non mais il n'y a pas de majorité pour le moment, donc on présente pas le texte. Voilà. Donc, commission, c'est l'initiative des lois. Mais la commission ne vote pas les lois. Ça, c'est un peu comme dans toutes les démocraties. Le gouvernement en France présente des lois, ça s'appelle des projets de loi au Parlement, et c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui votent. Nous, c'est pas l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est le Parlement européen qui est élu directement par les citoyens tous les 5 ans. Suffrage universel direct dans les 27 États de l'Union, et le Conseil européen qui lui représente les États. Avec, et je rentre pas trop dans le détail, mais une particularité quand même, et ça aussi c'est à revoir, c'est que les États sont à la fois exécutifs dans leurs propres frontières, donc ils sont pas législatifs, hein, c'est pas des parlements, c'est vraiment des États, des gouvernements, mais ils sont législatifs au niveau européen. Donc c'est un côté un peu... bon, on va dire que pour le démocrate parlementaire que je suis, le schéma qui fait des États à la fois des législateurs en Europe et des exécutifs chez eux est un peu bizarre. On va dire ça comme ça. Voilà. Mais ce sont donc les co-législateurs. Et donc pour qu'un texte passe, donc je résume comme ça, simplement, la Commission propose le texte, le Parlement et le Conseil en débattent et le votent. Et il faut qu'à la fin, exactement comme l'Assemblée nationale et le Sénat, mais nous, il n'y a pas un qui décide pour l'autre, il faut qu'à la fin, ils se mettent d'accord.
C'est-à-dire que le Parlement et le Conseil doivent arriver au même texte. Sinon, il n'y a pas de texte européen, ni directive, ni règlement. C'est bloqué jusqu'à ce qu'il y ait un accord entre les deux. Et il y a des textes qui sont bloqués comme ça pendant des années, tout simplement parce que le Conseil et le Parlement n'arrivent pas à se mettre d'accord. D'accord. Ok. Et du coup, voilà, comme vous le disiez, il y a un peu pas une contestation d'autorité entre les États et l'Union européenne, mais du coup, est-ce que ça veut dire que l'Europe, elle a vraiment le pouvoir d'imposer des règles, notamment en matière d'écologie et Bien sûr. de social, ou est-ce que c'est les États qui ont le dernier mot? Alors, c'est une question méchante. Parce que, en fait, il y a la théorie, il y a la pratique. Ok. En théorie, c'est une démocratie, comme je vous l'ai indiqué, normale, avec un parlement et une deuxième chambre, en gros, qui est le Conseil. Ok. Donc on pourrait croire que c'est effectivement une démocratie qui fonctionne normalement, et donc elle a un vrai pouvoir, indépendamment des États. De fait, comme la Commission est nommée par les États, puisque chaque État, c'est pas dans les traités, hein, mais c'est comme ça, c'est les pratiques. Bon. Donc chaque État nomme un ou une commissaire. Donc ça veut dire qu'ils ont le contrôle des commissaires dans la commission, évidemment. Que les 10 commissaires représentent les majorités des États, puisque c'est les États qui les désignent, et qui les désignent au moment où la commission se met en place, c'est-à-dire tous les 5 ans. Et donc même si après l'État change, c'est compliqué, parce que la commission, elle est déjà constituée. Donc vous avez des États qui contrôlent la commission par la nomination, et vous avez des États qui décident de l'agenda, en fait, de fait. Ok. Parce que si les États disent aux commissaires, non, mais ce texte, on n'en veut pas, et je parlais tout à l'heure des questions fiscales, c'est un exemple classique, les États ne veulent pas qu'on débatte de la question fiscale, parce qu'ils veulent se les garder pour eux. Oui. Ils ont fait la même chose avec la défense et l'armée pendant des années, mais là, évidemment, avec Trump, tout est en train d'un peu bouger, Ouais. et donc ils se disent, ah ben, peut-être pas mal, mais avant, ils voulaient que ça reste au niveau des États. Hmm. Donc, de fait, les États contrôlent quand même essentiellement l'agenda européen. Mais ça ne répond pas tout à fait à votre question. Votre question, c'est est-ce que l'Europe agit vraiment? La réponse est oui. C'est-à-dire que les grands textes environnementaux européens, et on va sûrement y revenir, Oui. mais les questions de l'eau, question de la santé, la question de l'air qu'on respire, les questions des grandes pollutions, etc., tout ça se prend au niveau européen. Ok. Donc, bien sûr que l'Europe a un vrai pouvoir. D'accord. Et après, il y a quand même un travail de retranscription au niveau national. Alors, ça dépend. Le règlement est d'application immédiate. La directive doit être transposée. C'est la différence. Ouais. Et là, c'est pareil. On pourrait imaginer, moi qui suis très européen, j'aimerais qu'on ait beaucoup de règlements. C'est-à-dire qu'en gros, on a le même texte qui s'applique directement dans les 27 États, et puis on évite les États qui font on va dire du blocage, pour utiliser un mot correct, politiquement correct. Imaginez la Hongrie, par exemple, quand vous avez, c'est la même chose avec beaucoup de pays de l'Est. Ouais. Quand vous arrivez, parce que c'est pas leur priorité. Oui, Vous c'est arrivez par exemple avec en République tchèque et vous expliquez que les voitures, elles doivent pas émettre, etc. Alors qu'eux, ils ont une industrie automobile tradie, je veux dire, beaucoup plus Oui, au mazout que à l'électrique. Évidemment, ces pays-là, ils sont pas contents du tout quand on voit des normes trop violentes. Pas parce qu'ils sont contre, idéologiquement, il y a ceux qui sont vraiment opposés. La réalité, c'est qu'ils ont peur pour leur emploi. Et ils disent, bah oui, mais si on met des normes trop violentes, nos usines, elles vont fermer. Ils ont vu dans le passé les usines en France, dans l'Est, dans le Nord. Ils ont vu aussi en Allemagne, parfois des secteurs qui s'effondrent. Donc, évidemment, ils sont vent debout. Ok. Donc, quand vous avez un règlement, ça s'impose. Quand vous avez des directives, vous avez des pays qui traînent les pieds. La France traîne des pieds depuis des années sur la directive eau et la directive air. Ok. On est très en retard. Et quand on voit qu'on vient encore de supprimer les ZFE au motif que ça ennuie les automobilistes, alors qu'on est condamné systématiquement pour la mauvaise qualité de notre air dans les villes, on se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Merci. Bah, du coup, justement, vous avez parlé des grands textes qui concernent l'écologie. Du coup, on voulait revenir sur le Green Deal, le Pacte vert européen en français. Qu'est-ce que c'est exactement et qui a été chargé de le mettre en œuvre? Alors, la commission. C'est la commission qui l'a voulu, c'est la commission qui le met en œuvre. Ok. C'est la commission, elle est partie d'un constat qui est la signature de l'accord de Paris sur les émissions de CO2 et la volonté d'aller sur la neutralité carbone à l'horizon 2050. Ça, c'était les objectifs pour réduire la neutralité carbone, pour réduire l'augmentation des températures, si possible à 1,5 degré. En réalité, on visait plutôt les 2 degrés d'augmentation d'ici la fin du siècle.
Et pour arriver à ça, il faut mettre en œuvre de nombreuses politiques publiques et privées. Ouais. On rentre dans une nouvelle période où on ne sait pas. Avant, il y avait les grandes entreprises publiques qui faisaient le bien général, l'intérêt commun, les États, etc. Et puis les entreprises privées qui, en gros, faisaient ce qu'elles voulaient, elles faisaient du business. Et bon. Ça, avec l'accord de Paris, c'est pas possible. C'est plus possible. On sait très bien, par exemple, que si on veut réduire les émissions, il faut traiter tous les sujets. Le transport, la production, la consommation. Il faut que tout le monde, à sa place, fasse son effort. Alors ça va, et on le dit tout le temps, oui, mais alors on demande aux gens de trier. Ouais, mais ok, ça fait partie du boulot, parce que les gens, ils agissent à ce niveau-là. Ils peuvent aussi agir à d'autres niveaux, prendre le moins possible l'avion, enfin, etc., pas prendre leur voiture quand ils peuvent éviter. Donc, ça, c'est le niveau des gens. Mais il y a aussi évidemment le niveau entreprise, qui est un niveau absolument majeur, parce que c'est là qu'on produit, c'est là qu'on distribue, c'est là qu'on fait l'essentiel des échanges. Donc, ça se passe là. Et puis, il y a le niveau, on va dire, supranational, étatique et supranational. Ça, c'est le niveau européen. Okay. Et donc, l'Europe, elle est arrivée en disant, voilà, on a signé l'accord de Paris, et c'est l'Europe qui l'a négocié pour les 28 à l'époque États membres, 27 depuis que la Grande-Bretagne est partie. Et donc, pour les 27 États membres, elle est arrivée en disant, OK, on a signé quelque chose, on a dit, OK, on s'engage à un horizon 2050, mais comment on y arrive? L'Europe est arrivée en disant, OK, voilà, on va aller là, et pour aller là, on va passer par là, là et là. C'est ça le Green Deal. Okay. Et donc le Green Deal, ça a été, au moment de l'élection d'Ursula von der Leyen, de Madame von der Leyen, ça a été de dire comment on va décliner l'objectif de la neutralité carbone. Et donc, on a décliné dans le Green Deal tout un tas d'objectifs. Okay. La finance, c'est-à-dire comment réorienter, parce que c'est quand même le levier le plus important, c'est comment réorienter les investissements vers, on va dire, une économie plus verte, plus durable. Donc ça veut dire comment je définis ce qu'est un investissement vert. Est-ce que je donne, et ça a été le travail de la BCE, est-ce que je donne des incentives, est-ce que je donne un avantage à aller sur des investissements verts plutôt que des investissements gris ou marron ou voire noirs, donc, etc. Donc il y a eu la finance, il y a eu le transport. Comment est-ce que je décarbone, comment je peux aider à décarboner le transport, comment je décarbone l'énergie, comment je passe des énergies fossiles aux énergies... alors, on va dire au départ renouvelable, et puis la France est arrivée en disant non, bas carbone, parce que nucléaire. Et donc, la France s'est battue pour qu'on passe de défense des énergies renouvelables, parce que vous voulez l'Allemagne et un certain nombre de pays, l'Espagne, le Portugal, etc., en disant non, on est OK, nous, sur le renouvelable, ça ne nous gêne pas, du moment que c'est ailleurs, mais nous, on veut que vous puissiez considérer que le nucléaire est du bas carbone. Donc, il y a eu cette bagarre-là, mais donc l'énergie, évidemment, la production. Donc ça a été aussi comment je développe une économie circulaire pour éviter de gâcher les matières premières, comment je peux recycler, réutiliser, réparer, comment je peux limiter le transport, enfin, etc., etc., etc. C'est toutes ces briques-là donc qu'on pose les unes à côté des autres, pris séparément. C'est ce qu'on appelle des législations, oui, mais c'est scandaleux, on nous met une législation sur l'électricité, les machins, etc. La réalité, c'est que, évidemment, si on isole chacune des législations, ça peut apparaître comme des lourdeurs. Quand vous regardez la perspective d'ensemble, quand vous regardez tout le tableau, alors vous comprenez que effectivement vous ne pouvez pas agir d'un côté si vous n'agissez pas de l'autre. Vous ne pouvez pas travailler sur la production si vous ne travaillez pas sur le transport. Vous ne pouvez pas travailler sur le transport si vous ne travaillez pas sur les énergies, etc., etc. Donc il y a une grande photo globale. Et ben, le Green Deal, c'est la photo globale. Après, il faut le décliner dans des textes, et c'est là que ça se complique, parce que évidemment, il va y avoir des résistances. Je parlais tout à l'heure de la question de l'automobile. Vous avez des centaines de milliers d'emplois qui sont autour de l'automobile, et même des millions si vous comptez l'ensemble de l'Europe, des sous-traitants, etc. Et donc la question, c'est pas de ne pas faire les choses, c'est comment les faire tout en bouleversant pas un écosystème, notamment économique. Et c'est là où peut-être le Green Deal a péché par incapacité à prendre en compte parfois les réalités du terrain. C'est-à-dire que vous ne parlez pas, par exemple, du charbon à un Polonais comme vous parlez du charbon à un Français. Parce que quand le président Macron dit on va être le premier pays à sortir du charbon, c'est très bien.
Mais en réalité, c'était même pas 2% de notre production oui, d'énergie. Donc, je dis pas qu'on s'en fout, mais c'est quand même plus symbolique. Et puis par ailleurs, le charbon, on a déjà, nous, perdu des emplois, et on sait ce que ça a donné dans les mines du nord et de l'est de la France. Mais la Pologne, elle n'a pas envie de se retrouver dans la même situation. Et donc, quand vous parlez de transition, et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention au niveau européen, ce que beaucoup de politiques ne comprennent pas, c'est que vous ne pouvez pas parler au niveau européen comme vous parlez au niveau national. Moi, j'ai essayé d'expliquer ça 50 fois à un Français, de parler du nucléaire. C'est parfaitement cohérent quand vous êtes français et que vous êtes dans des logiques de où est-ce que j'investis, est-ce que je mets plus sur le nucléaire. Ça, c'est des questions, j'allais dire, quasi franco-françaises. Mais au niveau européen, c'est pas ces sujets-là. Ces sujets-là, c'est comment j'arrive à avoir une production décarbonée ou bas carbone, comment j'y arrive à l'horizon 2030, 2035, 2050. Comment je fais tout en bousillant pas des infrastructures qui nourrissent des familles bon, voilà. Donc, ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'un Allemand, il a tendance à regarder l'Europe comme l'Allemagne en plus grand. Le Français comme l'Europe, c'est la France en plus grand, la grandeur française, le génie français, tout ce que vous voulez. Et le président Macron, qui était un Européen convaincu, il est arrivé en Europe un peu comme un bonapartiste. C'est-à-dire, en gros, en disant, je vais vous expliquer ce qui est bien pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il avait tort. La seule chose, c'est que rien que de dire ça, vous braquez déjà les trois quarts des autres pays. En disant, mais c'est quoi ces gens qui viennent nous expliquer ce qui est bon pour nous? Commencez par regarder, bon voilà. Et l'Allemagne a fait exactement la même chose sur beaucoup de sujets. L'Allemagne est arrivée en disant, non, voilà, on veut pas de déficit, on veut pas de machin. Très bien, mais attendez, il y a des pays qui sont pas dans la même situation d'excédent budgétaire comme en Allemagne, et donc ils peuvent pas être dans les mêmes logiques. On s'en fout, d'accord? On avance parce que on est les Allemands les plus forts, etc. Et ça fait évidemment beaucoup de tort à l'Europe, parce qu'il y a en Allemagne, comme en France, comme aux Pays-Bas, comme en Pologne ou ailleurs, il y a de bonnes idées et il y a aussi des résistances. Et donc, il faut travailler sur les deux, il faut respecter les autres. L'Europe, c'est d'abord et avant tout une école de la tolérance et du respect. Et c'est pas les cultures nationales. Par ailleurs, vous vous faites rarement élire. Macron s'est un peu fait élire sur l'Europe, mais globalement, vous paumez et vous gagnez sur la politique intérieure. Et donc, sur le chômage, etc. Donc, c'est compliqué d'avoir des grandes visions européennes et en même temps de se faire élire dans son pays. Du coup, pour peut-être passer à une autre réglementation qui, je ne sais pas d'ailleurs, a peut-être découlé du Green Deal également. Sûrement. Mais tout dans le Green Deal. L'Europe a adopté en 2022 donc une directive qui oblige les grandes entreprises à rendre des comptes sur leur impact environnemental, social ou sociétal, qui s'appelle la CSRD, dont vous avez été rapporteur et un acteur central. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les facteurs qui ont amené justement au vote de cette directive, ce qu'elle est et pourquoi c'est un outil qui finalement est central et très important pour la transition écologique et sociale en Europe? Alors, c'est beaucoup de questions à la fois. Alors, on va aller dans l'ordre. Je vais essayer d'aller en tout cas dans l'ordre législatif, ce qui a amené à légiférer. Si vous considérez que la question environnementale, la question sociale, la question de gouvernance d'une entreprise est importante. Si on considère, comme Trump par exemple, qu'on s'en fout complètement, c'est-à-dire que les discriminations, les questions de pollution, etc., n'ont aucun intérêt pour eux, vous passez à autre chose. Bon. Si on considère en revanche que la question des matières premières, de l'énergie, de la pollution, de la santé, des conditions de travail, etc., est importante, si cette question est importante, alors il faut des indicateurs pour pouvoir permettre à l'entreprise, non pas de rendre des comptes, qui est l'utilisation de votre mot, mais à la fois de regarder exactement comme un tableau de bord, de regarder par exemple sur les salaires. Si vous n'avez pas d'éléments sur la différenciation entre les salaires des hommes et les salaires des femmes, vous ne pourrez jamais savoir si vous êtes dans une égalité salariale ou si au contraire vous êtes dans une discrimination. Si vous ne regardez pas dans votre board... Donc ça, c'est simplement le tableau de bord. Je fais exactement la même chose sur la question de l'énergie ou la question combien je consomme
d'énergie, etc. Si je n'ai pas les informations, alors je ne peux pas agir. Oui. Ou alors j'agis au doigt mouillé, en disant tiens, il me semble que les factures d'énergie, elles ont trop bon. C'est Ok, un peu stratégique. pourquoi? Donc, d'un point de vue stratégique, les informations sont indispensables, exactement comme en matière financière. En matière financière, il viendrait à l'idée de personnes, ou alors vraiment j'allais dire de la micro-entreprise où les gens confondent leur portefeuille et le portefeuille de l'entreprise parce que, bon voilà, il n'y a qu'une seule personne. Mais sinon, au niveau entrepreneurial, vous êtes obligé d'avoir des infos sur la gestion. Ouais. Vous avez des infos financières, quel est votre ratio de tel truc, quel est votre je sais pas, EBITDA, enfin, etc., etc. Tout ce qui est nécessaire pour le tableau de bord financier, pour prendre de bonnes décisions. Et puis, ce qui est nécessaire aussi, et ça, on va revenir sur la CSRD, je ne la perds pas de vue, ce qui est nécessaire pour l'analyste. Celui qui veut investir dans votre entreprise, que ce soit le banquier qui veut vous faire ou pas un crédit parce que vous en avez besoin, ou l'investisseur parce que vous faites appel au marché et que vous avez besoin de l'argent, de lever de l'argent sur le marché. Si vous faites ça, vous avez en face de vous des gens qui vont dire mais attendez, ok, mais vous êtes dans un secteur à risque parce que vous consommez beaucoup d'eau par exemple, ou or on sait très bien qu'il y a une tension qui est en train de monter sur l'approvisionnement en eau. Donc quels sont vos, je vais dire, qu'est-ce que vous mettez en œuvre? Et ça s'appelle donner et avoir des datas fiables. Okay. Voilà. Donc la CSRD, ça n'est rien d'autre. Alors CSRD, c'est un acronyme, évidemment, en Europe, on adore ça. En réalité, c'est un reporting dit de durabilité, c'est-à-dire qui donne des informations en matière environnementale, en matière sociale et en matière de gouvernance. Et ces informations, elles étaient existantes, mais de manière purement volontaire et sur la base de référentiels qui variaient énormément. C'est-à-dire, vous aviez sur l'ensemble de la mondialisation, vous aviez des labels qui étaient beaucoup plus focalisés sur les questions climatiques, il y en avait d'autres qui étaient plus sur les questions sociales, il y en avait d'autres qui vous demandaient de rentrer dans tel degré de détail, la fameuse granularité chère aux anglo-saxons, il y en a d'autres qui restaient dans on va dire un peu comme les politiques, là, on est dans les grands principes, et plus vert que moi, il n'y a pas. La réalité, c'est que quand vous rentriez dans le fond du fond, vous n'aviez pas vraiment de données. Oui. Par exemple, quand vous vouliez regarder sur la déforestation, est-ce que c'est du bois importé de manière, voilà, etc., etc. Donc, il faut des contrôles. Et la CSRD, elle est née de ça, mais d'abord d'une demande des investisseurs. Okay. Parce que les investisseurs, ils en avaient un peu marre. Exactement comme si en matière financière, au lieu d'avoir un bilan certifié par un commissaire aux comptes, bien sûr qu'il peut y avoir des informations un peu, on va dire, limites dans un bilan. Mais globalement, les données qui sont dans un bilan, le bilan financier qui est déposé, il est bon. Dans 99% des cas, il est bon en termes de données. Je ne dis pas qu'il est bon en termes de bilan, mais au moins, vous avez des bonnes données et vous pouvez voir, vous pouvez retraiter ou pas le bilan, mais vous pouvez regarder si l'entreprise, elle est viable ou pas viable. Bon. En matière de durabilité, on n'avait pas la même rigueur. On avait des entreprises qui faisaient un boulot remarquable, qui d'ailleurs allaient parfois tellement dans le détail que on avait des départements RSE qui étaient surbookés en termes de travail. Et ces entreprises-là étaient en concurrence avec des gougnafiers, quoi, qui en gros vous racontaient ce qu'ils avaient envie. Quoi. Et comme aurait dit mon ami Boyer, c'était la foire à la saucisse, quoi. C'est-à-dire, en gros, vous avez des gens qui font un vrai reporting sérieux, qui essayent de donner des datas et des informations qui sont vraiment fiables. Ouais. Et puis il y en avait d'autres qui vous donnaient alors ce qu'ils avaient envie de donner. Ça, c'est voilà. Ceux qui vous donnaient rien du tout, parce que ce n'est pas obligatoire. Donc, imaginez les entreprises au Texas ou ailleurs. Regardez comment eux, ils peuvent imaginer. Ah bah oui, je vais donner des informations sur la discrimination, sur ma pollution, le méthane, les gaz de schiste, etc. Évidemment, ils vous donnent rien. Un peu d'ailleurs comme chez nous, si vous demandez à une partie de l'agro-industrie de vous donner des données fiables sur les productions de lisier ou autres en Bretagne et quelles conséquences ça a sur les rivières. Si vous dites ça, vous finissez quasiment en tôle. Donc on a une résistance très forte.
Et donc, l'idée de la CSRD, c'était de dire exactement comme pour le code de la route ou comme en matière financière, je mets les mêmes règles pour tout le monde. Ok. Et je rends les informations obligatoires. Non pas pour rendre des comptes dans le sens où, si vous ne faites pas ça, vous allez être sanctionné. Ça, c'est rendre des comptes au sens, on va vous mettre une grosse... Non, pas du tout. C'est moi, je suis par exemple constructeur automobile, je dis je veux aller vers la neutralité carbone à l'horizon 2040-2050. Ok, vous faites comment ? C'est quoi votre chemin ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Bah oui, je vais délocaliser à tel endroit parce que je sais que l'accès à l'eau, il n'y a pas de pénurie. Bon, j'en sais rien. C'est pas à moi de faire les déclarations CSRD. En revanche, c'était aux entreprises d'expliquer un certain nombre de choses. Et jusque-là, vous me direz, bah donc il n'y a pas de problème. Le problème, il est arrivé et il est présent pour, on va dire, 2 grandes raisons. La première, c'est que vous portez atteinte à la primauté de la finance. C'est-à-dire que vous osez dire que dans l'économie du XXIe siècle, il est au moins aussi important. Moi, j'ai tendance, mais je suis pas objectif, à dire que c'est plus important. Mais Oui. bon, C'est évident. oui, mais c'est bon. Tout le monde n'a pas la même évidence. Donc je vais rester neutre. Je vais dire, il est au moins aussi important de s'intéresser aux questions environnementales, de biodiversité, de nature, de conditions de droits humains, de travail des enfants, etc., d'esclavagisme. C'est au moins aussi important que les questions financières, de passage des provisions, etc. Et quand vous faites ça, vous bouleversez un monde qui est un monde qui est établi maintenant depuis des décennies sur la primauté de la finance, sur il n'y a que le fric qui compte, mais un fric de court terme. Oui. Parce que le fait de travailler sur la nature, etc., ça a été démontré par des prix Nobel, mais pas que. Ça va aussi coûter un fric de dingue, comme dirait notre ami président de la République. Ça coûtera un fric de dingue. Sauf que là, on regarde juste à court terme. Parce qu'on est dans des logiques financières qui sont des logiques de rentabilité à court terme. Très bien. Pas très bien. Non, pas très bien, mais de fait, c'est comme ça. Donc, la première chose, c'est que la CSRD, elle vient heurter, c'est le grain de sable dans une espèce de mécanique bien huilée en disant ce qui m'intéresse, c'est le blé, c'est comment je tourne, comment je gagne, Comment je produis. Exactement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ça porte atteinte à la transparence. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire que les entreprises se battent, pas toutes les entreprises, mais une grande partie des entreprises et de leurs représentants se battent pour arriver au maximum de secret. C'est-à-dire que le secret des affaires, c'est la pierre angulaire de leur business. C'est-à-dire, moins j'en dis, moins on en sait, mieux je me porte. Je ferme les murs, je ferme les fenêtres, je m'enferme et je ne donne pas les datas, je ne donne pas les infos. Je ne veux pas les donner. Et puis par ailleurs, je ne veux pas les donner parce que souvent, j'ai des choses à cacher. Oui. Parce qu'effectivement, si mes fringues, elles sont fabriquées par des enfants ou par des travailleurs forcés en Chine ou ailleurs, en Birmanie, j'ai pas envie de le dire. Et j'ai envie de communiquer sur le fait que moi, je suis une entreprise super verte et super cool et voilà, et c'est bien de porter mes fringues. Sauf que tes fringues, elles sont fabriquées par des esclaves. Oui. Tu vas le dire ou tu vas pas le dire ? Ben non, je vais pas le dire parce que tu comprends. Ah oui, d'accord. Et ben moi, je vais juste faire en sorte qu'on le sache. Qu'on le sache. Après, les gens, moi, je ne suis pas sur les interdictions. Enfin, il y a des choses que j'aimerais interdire. Le travail des enfants, ça a été interdit en Europe. C'est pas pour que l'Europe fasse produire par des enfants ailleurs. Enfin, c'est pour moi, un enfant au Bangladesh, il a la même valeur qu'un enfant en Allemagne. Oui. C'est pas parce qu'il y en a un qui est un peu plus bronzé que l'autre ou qui a les yeux un peu plus bridés que je dois le mépriser. Or, c'est ça qu'on est en train de faire. Et donc, moi, je dis, j'ai pas sûrement les moyens d'imposer aux entreprises à ce stade. Je ne sais pas comment faire une loi qui imposerait aux entreprises de ne pas faire. En revanche, j'aurais pu leur imposer de dire. Okay. Voilà, de dire. Et s'ils disent pas, c'est qu'il y a des doutes. Si une grande entreprise de mode n'est pas capable de me dire sur l'ensemble de ma chaîne, voilà comment je produis, voilà quelles sont mes usines, vous pouvez les auditer, etc. Moi, j'ai vu des entreprises, de grosses entreprises de mode américaine, californienne notamment, travailler à Madagascar. Et j'ai vu la transparence dans laquelle ils travaillaient, avec au moins 2 fois le SMIC, avec des crèches pour les enfants, etc., etc. Ils le faisaient en toute transparence. Après, on peut critiquer, on peut dire oui, mais ils font pas assez. Possible. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je préfère une entreprise comme celle-là
plutôt qu'une entreprise qui va cacher Oui. les informations ou qui va mentir dans sa com. Donc voilà, la CSRD, c'était de dire, je donne des datas, je les normalise, je fais des normes et standards qui sont les mêmes pour tout le monde, de manière à ce qu'on arrête d'être dans une non-comparabilité de système. C'est-à-dire qu'en gros, je produis du caoutchouc, j'importe du caoutchouc parce que je fais des pneus, je veux savoir comment tes pneus sont fabriqués, comment ton caoutchouc il arrive, etc., etc. Et je ne me contente pas de la déclaration de tel grand producteur de pneus, qui d'ailleurs, je pense, n'est pas trop critiquable, mais qui vient dire, bah moi, mon caoutchouc, il est durable parce qu'à chaque fois que j'ai une culture d'EVA, très bien. Il a peut-être raison, je pense même que ça doit être vrai, mais je veux en être sûr. Ok. Et donc pour ça, il faut que j'ai des normes qui soient claires et que j'ai un contrôle par un commissaire aux comptes ou un expert comptable certifié, exactement comme en matière financière. Ok. Voilà, c'était aussi simple que ça. Mais le fait que ça soit simple ne veut pas dire que, évidemment, il n'y a pas de résistance. Donc les résistances, au début, ils n'ont pas bougé parce qu'ils ont vu qu'il y avait un vrai courant. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un courant citoyen, ce qu'on appelle le courant à société civile. Les gens disaient, bah ouais, moi ça me va bien d'être informé, comment est fabriqué le produit, etc. J'ai besoin de le savoir. Les ONG, évidemment, se battaient là-dessus depuis des années. Les financiers étaient super contents parce qu'ils allaient avoir des vraies datas. Et puis, ceux qui n'étaient pas trop contents, bah, ils ont écrasé parce qu'ils ont dit là, politiquement, c'est pas bon de dire que moi j'ai envie de faire travailler les enfants, donc j'écrase. Mais évidemment, dès qu'ils ont pu, ils sont revenus. Et alors, ils ne sont pas revenus en disant je vais faire travailler des enfants. Ça ne marcherait pas, c'est dommage parce que c'est la vérité. Ils sont revenus en disant mais vous nous mettez des normes, on n'en peut plus, regardez, je peux plus, c'est comme ma voiture, je peux plus circuler, il y a le code de la route partout. Bah oui, si je te l'enlève, tu vas cartonner au premier, voilà. Donc bon. Et donc ils ont fait le grand coup et le patronat a sorti clairon, trompette, avec le soutien des grands médias qui appartient au même patronat, au même rang. Et donc on a sorti clairon trompette en disant waouh, ça y est, on va tuer les entreprises sous les normes, on va etc. etc. Personne n'a jamais critiqué les tableaux financiers. Personne n'a jamais critiqué les reportings financiers où ça prend un temps incroyable. Quand vous dépassez votre budget de 3 €, vous êtes obligé d'envoyer. Très bien. Tout ça, c'est la vraie vie. Ça, tout le monde trouve ça normal. Parce que c'est le côté financier. Mais dès que vous commencez à demander des informations et à avoir un reporting à faire sur les questions environnementales, sociales, tout ça, ça devient des pertes de temps. Voilà. Et donc, en fait, on a une marche arrière considérable en ce moment, qui a été liée avec, évidemment, l'élection de l'administration Trump aux États-Unis, qui a pris un virage à 180 degrés par rapport à l'administration Biden, ou par rapport à la Californie. En gros, c'est le Texas qui a gagné contre la Californie, momentanément. Hein, c'est la démocratie, ça marche comme ça. Sauf quand après, ça bascule dans une dictature, mais on va considérer que Trump a été élu, Trump peut être désélu, c'est-à-dire que si c'est pas Trump, ça sera quelqu'un qui reviendra et qui fera peut-être la politique contraire. Bon, pareil en Europe. Pour le moment, on a des Trumpistes quasiment partout. Ils sont majoritaires. Donc la démago l'emporte. Donc c'est du pétrole, tant qu'il y en a, il faut être con pour pas s'en servir. Voilà, c'est comme ça. Mais vous savez, là aussi, bon, on critique beaucoup Trump, etc. Moi, je me souviens de quelqu'un pour lequel j'avais la plus grande admiration, qui était Michel Rocard, qui a été Premier ministre, qui était quelqu'un qui avait une vraie vision. Et je me souviendrai toujours, le même Michel Rocard qui expliquait à quel point il faut prendre en compte la nature, tout ça, quand on avait trouvé d'éventuels nouveaux champs de gaz, parce qu'on a du gaz en France, il y en avait à Lac, enfin bon bref, et Rocard avait répondu spontanément en bon énarque, parce que là il n'y a pas d'autre mot, mais il faudrait être fou pour ne pas utiliser une énergie quand on peut l'avoir quasiment gratuitement, etc. Ouais. Il a complètement oublié, parce que c'est le côté social qui est arrivé, j'ai de l'énergie pas chère, donc on envoie. Il a complètement oublié que c'était du gaz. Enfin, c'est pas qu'il a oublié, c'est que dans son logiciel, finalement, in fine, le fait que ça coûte pas cher et qu'on peut avoir de l'énergie quasiment gratuite, comme les gaz de schiste au Canada ou ailleurs, qui finalement coûtent beaucoup moins cher que... on le fait. On le fait. Voilà. 100 000 logiciels. Mais de la même manière que là, on parle du prix de l'essence.
et ce que je comprends, hein, des personnes ne se posent la question de savoir si finalement c'est pas le bon moment Pour transitionner pour vers l'électrique. accélérer la transition. Hmm. Bah non. Ouais. Non, on enlève en même temps les primes. Bon, bref, les aides, c'est un truc de fou. Et on s'aperçoit qu'on vend moins de voitures électriques. Donc là, vous avez rappelé, déjà, en plus, ça permet un peu Transition. Ouais, non, mais de c'est une belle transition aussi Ouais. par rapport à nos futurs épisodes sur déjà les La achats finance responsables durable, avec les enjeux sociaux Ouais. sur la chaîne de valeur des entreprises. Donc ça, c'est très On important. touche le devoir de vigilance, hein, qui est un Ouais. autre texte. La CS3D. Là, on parlait de la CSRD, mais sinon, il y a la CS3D qui est le devoir de vigilance, qui, lui, est un texte qui a vocation à demander aux entreprises de rendre des comptes. Ok. Et texte que je défends évidemment également au plus haut point, mais qui a été détricoté dans des conditions scandaleuses. Ouais. Enfin, il n'y a quasiment plus rien maintenant. Et du coup, ça, on va l'aborder dans un prochain épisode. Et puis la finance durable aussi, avec les investisseurs qui cherchent justement à avoir des entreprises un peu plus durables d'un point de vue aussi à long terme, Ouais, parce bien que sûr. la rentabilité, elle n'est pas qu'à court Oui, terme. c'est les investisseurs Les enjeux institutionnels qui cherchent du moyen et du long terme, bien sûr. Donc ça, c'est très important. Donc ça permet donc de faire une belle transition. Et du coup, petite question un peu plus globale, plus politique. Depuis les dernières élections européennes de 2024 et puis aussi avec l'arrivée de Trump au pouvoir, donc vous l'avez dit, la dynamique elle a profondément changé, notamment sur la CSRD avec Omnibus 1. Donc on Ouais. aimerait bien revenir un peu dessus. Et est-ce que du coup, même si vous avez un peu répondu à la question, est-ce que la transition écologique et sociale reste une priorité pour nos institutions, pour notre institution européenne? Alors, Donc c'est peut-être moins le cas non, d'un non, point de si vue j'en mondial. crois le discours, oui. Ok. C'est-à-dire que quand on écoute la commission, rien ne change, rien ne bouge. C'est-à-dire que quand là ils ont complètement démonté les logiques qui prévalaient à la CSRD et à la CS3D, Ouais. ils l'ont démonté, non pas en disant c'est exactement comme pour le travail des enfants. Ils sont pas arrivés en disant ah ben on va démonter le texte. Ouais. Non, on va le simplifier. Et donc tout ce qu'ils sont en train de le dire là, c'est non mais on a gardé les objectifs, rien n'a bougé, on va tout simplement le rendre plus pratique, plus simple, et d'ailleurs ça va encore mieux marcher. Voilà. Donc j'enlève tous les feux rouges et tous les stops au carrefour et ça va encore mieux marcher. Bah, c'est logique. C'est pour la compétitivité. Bien parce sûr, que, la c'est important. compétitivité entre la bagnole de 3 tonnes et le vélo, je vous le fais tout de suite. Si j'enlève les priorités à droite, vous allez voir qui à la fin va gagner. Et donc la position officielle de la Commission, Ouais. hors du Conseil un peu moins et hors du Parlement moins encore, parce que je veux dire l'extrême droite a carrément maintenant ils ont pignon sur rue, donc ils se lâchent quoi. Oui, Donc oui. en gros Ils ont des médias. tout ça c'est des conneries Ouais. pour eux, l'environnement tout ça c'est du temps paumé, c'est à la Trump quoi, avec peut-être la vulgarité en moins, mais la même imbécilité, Ouais. c'est-à-dire de regarder le monde avec des œillères, et des œillères d'ailleurs dont on comprend même pas. Trump on comprend. C'est le pétrole, c'est les pétroliers, c'est les logiques de pollution, les gros agriculteurs qui polluent, etc. Ça, c'est son monde. Mais au moins, il le dit. Oui, il est franc. Tandis que l'extrême droite, en Europe, elle dit pas ça. Elle dit ah mais nous on défend les petites PME, on défend Oui, on en entend votant ça. des textes qui ont vocation à permettre aux plus gros de continuer à écraser autant qu'ils peuvent les petits et les moyens. Merci aux médias. Ouais, mais les médias, et puis bon, on est en pleine période de démagogie, de populisme. Bon, moi j'ai rien contre le populaire, au contraire, hein, j'aime bien qu'on s'attache aux gens, à la réalité des gens, donc du peuple, ça ne me gêne pas du tout. En revanche, le populisme, qui est une vocation qui consiste à essayer de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, mais sans expliquer qu'il y a une complexité derrière, ça me gêne. Par exemple, typiquement le prix de l'énergie. Ça me gêne qu'on n'explique pas que le prix de l'énergie, doit être aussi mis en équilibre avec les pollutions que ça engendre, les difficultés que ça va engendrer pour l'ensemble de la planète. Donc officiellement, la Commission reste dans son agenda. On parlait du Green Deal tout à l'heure, il reste d'actualité. En réalité, en fait, tout est ralenti, voire bloqué, voire arrêté. Je parlais tout à l'heure du devoir de vigilance. Il est complètement dépouillé sur un plan juridique. Là où je reste optimiste, je ne sais pas si le mot est... En tout cas, je reste persuadé
que les réalités physiques Oui. du monde, Vous nous rattrapez. elles nous rattrapent, Mm. elles demeurent, et les entreprises les plus intelligentes l'ont compris depuis longtemps. Et donc, ils vont continuer à bosser dans une logique qui est une logique durable. Il y a tout un tas d'entreprises qui ont bien compris, je parlais de la déforestation, ils ont bien compris qu'à un moment, détruire les forêts, voilà. Il y a des entreprises, même des labos pharmaceutiques, qui ont compris que si je bousille la biodiversité, je bousille aussi l'accès à un certain nombre de médicaments à moyen et à long terme. Il y a ceux qui ont compris que l'eau, alors, soit on fait effectivement la technique qui consiste à dire j'appréhende l'eau, qui est la technique coloniale. En gros, je prends l'eau pour moi et puis les autres peuvent crever. C'est la technique de Coca-Cola au Mexique ou ailleurs qui va s'intéresser, c'est d'ailleurs pour ça que c'est un plan financier. Ce qui intéresse le financier, c'est comment Coca-Cola va continuer à se fournir en eau. Ouais. Ça, c'est un vrai sujet, y compris au Mexique. Et ça, il va passer des provisions, il va le regarder. Ça, c'est la matérialité financière classique. Ce qui devrait nous intéresser, c'est comment Coca-Cola, quand il va y avoir un problème d'eau, il va continuer, à faire tourner son usine. Moi, je comprends qu'elle doit... Mais comment il va la ralentir pour faire en sorte que les villageois à côté puissent continuer à accéder à l'eau et puissent continuer à irriguer leur culture. Ça, c'est des vrais sujets. Ces sujets-là, il y a des entreprises, de nombreuses entreprises qui l'ont compris et qui vont continuer à bosser correctement. Et c'est pour ça que je suis optimiste, parce que les politiques sont très ringards, ils sont très démagos, ils sont dans des logiques... de court terme, comment je me fais réélire, comment je flatte dans le sens du poil mon électorat, plutôt que d'en appeler un peu à son intelligence, parce que l'électorat il est parfaitement capable de comprendre ça. Parfaitement. Quand vous expliquez aux gens que la qualité de l'air, ça se dégrade et que les enfants, ils ont de l'asthme, ça a été multiplié par 4, notamment à Paris, qu'il y a des moments où on confine les enfants qui ne peuvent plus jouer dans les cours d'école, mais qui sont obligés d'être confinés à l'intérieur des bâtiments, ça parle aux parents. Si vous développez un discours là-dessus, plutôt que de développer un discours sur « Ah bah ouais, mais attendez, vous nous emmerdez avec la voiture », évidemment. Mais les parents, si vous dites « Mais est-ce que vous avez envie que vos enfants ils aient des problèmes respiratoires à 10 ans ?» Là, ils commencent à dire « Mais non, évidemment, on ne veut pas. » Eh ben, si on ne veut pas, il faut que la qualité de l'air elle s'améliore. Si je veux améliorer la qualité de l'air, alors comment j'agis ? Et oui, il faut que j'agisse sur les véhicules. Et oui, les véhicules qui ont 15 ans, 20 ans, qui polluent plus, il faut réfléchir. Comment est-ce qu'effectivement... mais non, mais si vous dites « Ah ben non, on touche aux pauvres !» Évidemment, qui a envie de toucher aux pauvres ? Personne. Donc, si en revanche, on aborde différemment en disant « Ben oui, quand vous avez un vrai problème de rémunération, un vrai problème de revenus, mais justifiez-en, alors l'État va vous aider à changer votre véhicule parce qu'on peut prendre des véhicules qui polluent moins et qui coûtent moins cher, etc. Et on va financer. » Là, les gens, ils écoutent. Parce que ça les amuse pas. C'est partir du principe que parce qu'une personne est pauvre, elle est contente de polluer. Mais c'est un scandale de dire ça. C'est ça le vrai scandale social. C'est qu'on ne veut pas mettre en œuvre les moyens de faire en sorte que les choses évoluent vraiment. Donc, oui, il y a des gens qui veulent que ça bouge. Oui, il y a des entreprises qui font en sorte que ça bouge. Et il y a des gens comme vous qui essayent de faire en sorte qu'on alerte les gens, on discute. Mais non, mais c'est ça qui marche. Et ça va continuer. Donc voilà, les politiques, ça bouge, ça va, ça vient. Parfois, c'est plus con, il n'y a pas d'autre mot qu'intelligent. Et en ce moment, c'est pas génial. Okay. On avait juste une dernière question, mais vous avez déjà un peu peut-être introduit le sujet en parlant justement des parents qui sont un peu inquiets de la santé de leurs enfants vis-à-vis de la qualité de l'air. On peut parler aussi de la nourriture. Enfin, oui. Il y a plein de raisons d'être inquiet. Voilà. La qualité de l'eau, tout ça. Enfin, oui, bien sûr. Mais donc justement, si les citoyens pauvres riches sont inquiets justement pour ces questions-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour influencer les décisions européennes ? C'est compliqué, c'est très compliqué parce que les démarches citoyennes, on les a, perverties. Okay. C'est-à-dire, en gros, on a fait croire. Et moi, j'en veux beaucoup aux politiques, notamment sur les grandes conférences citoyennes, etc., aussi bien en France qu'en Europe qu'ailleurs. On en a fait... Il n'y a pas que la France. La France a fait grande convention sur le climat, etc. Vous mobilisez des gens, ils viennent. C'est pas leur boulot. Ils sont pas payés pour ça. Ils viennent le week-end, ils sont engueulés chez eux parce que « Ouais, t'es encore pas là ce week-end ?» Non, voilà. Parce qu'ils font des trucs pour essayer justement de faire bouger.
Et derrière, il n'y a rien qui se passe, ou au contraire, on les a manipulés et on a fait croire que. Puis, bon. Donc, les gens sont devenus très méfiants sur les mobilisations citoyennes. Or, sans les gens ont d'abord voté pour les marches climat. Rien ne se passe. C'est la jeunesse qui s'est mobilisée. Il y avait des centaines de milliers de jeunes qui sont sortis, etc. Et quand mon ami Yannick Jadot était super content d'avoir fait 13%, etc., Yannick, il faut qu'il intègre. Alors, je pense que depuis, il l'a intégré. Mais au début, il n'avait peut-être pas tout à fait bien compris. Ça parle aux parents et aux grands-parents. Quand vous bloquez un lycée, vous dites « Ouais, la loi machin », je dis pas, personnellement, je les ai suffisamment bloqués de lycée pour pas critiquer ceux qui les bloquent, mais quand vous êtes dans une démarche contre quelque chose, les gens, ils vous regardent quand même en disant « Ouais, mais vous êtes toujours contre ». Bon, ce qui est vrai. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'était vrai. Mais quand vous êtes pour, là, vous avez des gens, vous parlez de la santé, quand des jeunes, ils manifestent en disant « Mais moi, j'ai envie de respirer un air pur », les grands-parents, ils se disent « Mais c'est vrai qu'on a quand même... qu'est-ce qu'on leur laisse ? Quel monde on leur laisse ? Qu'est-ce qu'on a fait pour eux ?» Et effectivement, et donc ça les interpelle. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'Obama avait été élu, en faisant en sorte que les petits-fils et les petites-filles fassent voter leurs grands-parents, en disant « Mais nous, on veut cet avenir-là, pas... » Donc là, les mobilisations, c'est un peu ça le problème. Je pense que la volonté, elle est toujours là. Mais demain, clairement, on fait des marches climat, on met 300 personnes dans la rue, quoi. Là où on en mettait 100 000 il y a encore quelques années. Donc, est-ce que les citoyens peuvent agir ? La réponse est clairement oui. D'abord, à tous leurs niveaux. J'ai parlé tout à l'heure du tri, etc. Mais il y a aussi la manière de se déplacer, la manière de consommer, qui est très importante, dans leurs entreprises, dans les facs, dans les écoles, dans les lycées, etc. Chacun peut essayer de faire un peu bouger les lignes, les profs, Bon, il faut que ça bouge. Après, il faut qu'il y ait des leviers. Voilà. Donc effectivement, on parlait tout à l'heure de la question, vous ne réglerez pas le problème de l'automobile si vous n'aidez pas les plus défavorisés, les plus pauvres, etc. Soit à avoir des mobilités autres, c'est-à-dire des vrais transports en commun qui leur permettent d'aller de banlieue à banlieue, soit d'avoir des bagnoles, de les aider à acheter des bagnoles qui polluent moins. Voilà, c'est comme ça, il faut le faire. Moi je me souviens, quand on avait porté la taxe carbone, et là on était en 2007, donc c'est pas hier, c'était il y a 20 ans, on avait demandé à ce que toutes les sommes liées à la taxe carbone soient réaffectées pour aider les gens en situation de précarité à pouvoir justement changer leur chauffage, leur voiture. Bah, on avait voulu affecter ça. Okay. Je me souviens de la réponse du ministre du budget de l'époque, qui bientôt d'ailleurs, si j'ai bien compris, veut se présenter à la présidentielle, ministre de gauche, qui nous avait expliqué qui m'avait expliqué que c'était pas possible. Parce que le budget de l'État, donc les taxes, ça devait venir dans le budget, parce que le budget allait mal. D'accord. Mais si on ne réaffecte pas, évidemment, on privilégie ceux qui ont les moyens de pouvoir payer les taxes carbone, et les autres, voilà. Donc j'ai pas besoin de vous l'expliquer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les taxes carbone, comme le pensait Ségolène Royal en bonne démagogie. La réalité, c'est qu'il faut faire, mais il faut accompagner. Ceux qui pensent qu'il suffit de dire j'interdis le diesel pour améliorer la santé des gens, ils n'ont rien fait, ils servent à rien. Pardonnez-moi, mais pour moi ils sont aussi inutiles que ceux qui disent qu'il faut continuer le diesel. Okay, oui. La question elle n'est pas là. La question c'est oui il faut sortir du diesel parce que c'est pas bon pour les particules. Comment je fais ? Tout est dans le comment. C'est ça le boulot, le vrai politique. C'est pas de dire je suis il faut interdire, c'est un horizon, mais c'est comment je fais. Et pour vous, c'est exactement pareil. Dans le monde dans lequel vous allez, c'est pas de rentrer dans une entreprise et de dire ah tu vas arrêter. Non, c'est comment je fais pour arrêter. Okay. Comment je fais pour ne pas perdre ma compétitivité ? Parce qu'évidemment, si une entreprise elle perd du fric, à la fin elle meurt. Donc non, il faut pas qu'elle meure. Mais comment je fais ? Quel chemin ? Et le fait, par exemple, d'avoir des interdictions qui sont les mêmes pour tout le monde, ça permet d'éviter la concurrence déloyale. Ça permet d'éviter l'entreprise qui veut faire de la durabilité, par exemple, sur son approvisionnement en bois, si elle en a besoin. Il ne faut pas qu'elle soit en concurrence avec des sauvages, entre guillemets, qui arrachent les forêts et qui récupèrent du bois pour 0 centime, parce que, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Oui. Et donc, chacun peut agir, bien sûr. Les politiques ont leur place,
mais il ne faut pas non plus la surévaluer. Il faut que voilà, il faut que le monde continue à évoluer dans un sens positif. Et il faut voter, notamment aux européennes, parce C'est qu'il clair. faut faire en Votez sorte que les Pascal. majorités changent. Ouais, non, Ok. mais là, on a des majorités qui sont catastrophiques. Il faut revenir à des majorités qui soient un peu plus ouvertes. Ok. Voilà. Très bien. C'est mon avis, hein, il est totalement Oui, oui. subjectif. Bah, on le On partage. partage. On partage et on partage aux gens. Eh ben, Voilà. c'est très bien. Pascal, merci beaucoup pour cet échange. C'était très intéressant et je pense que c'est beaucoup plus clair aussi pour nous et même pour les auditeurs, à la fois le rôle des instances de gouvernance européenne, mais aussi, comme vous les avez décrites, les différentes dynamiques qu'on peut y trouver. Conflictuel. Et je n'ai pas parlé du rôle des lobbies, mais Ouais. Ça, il on- Ouais, on faut c'est partage. avoir encore conscience plus quand même. Enfin, complexe. j'ai dit quand il y a des résistances, mais il faut Oui, avoir oui. conscience aussi que voilà, C'est un grand. Ouais. Ça joue beaucoup. là aussi, il y a beaucoup d'argent, beaucoup. Bah, on retient donc plusieurs choses de ce bel épisode. D'abord que l'Europe est le fruit d'un équilibre entre la Commission, le Parlement et le Conseil, avec des États membres qui n'ont donc pas toujours les mêmes priorités, ni les mêmes intérêts évidemment, surtout en matière d'écologie et autres. Ouais, et puis aussi toute cette partie sur le Green Deal et les différentes directives ou règlements en fonction de leur nature, qui ont posé des cadres assez ambitieux et qui malheureusement sont peut-être un peu trop revus, mais qui en tout cas montrent qu'il y a quand même une volonté qui reste assez assumée et qui reste quand même tenue par un certain nombre d'entreprises, d'acteurs, d'individus et de politiques, et ça je pense que ça reste... c'est ce qui nous rend tous un peu optimistes pour le moment. Donc dans le prochain épisode, on continuera à explorer donc ces outils de la transition. Alors restez avec nous et si cet épisode vous a plu et surtout vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à le partager autour de vous. C'est le meilleur soutien que vous puissiez nous apporter. C'est vraiment ta petite phrase. On se retrouve très bientôt pour la suite. Merci beaucoup et à bientôt. Et merci Pascal. Merci Pascal. Merci à vous. Et surtout, ne soyez pas un red flag, écoutez Green Flag.